Nous avons déjà les conclusions de l'épisode grippal dans l'hémisphère sud qui montrent que la grippe a été, retardée. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. 2, elle a été faible. Masque, gestes barrières, enfin, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus, Or, depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron et ses équipes ont érigé le mensonge, voire le mensonge assumé, en système de gouvernement. La semaine dernière, Olivier Véran déclarait aux Français qu'avant de fermer les bars et les cafés à Marseille, il avait consulté les autorités locales. On apprendra rapidement que le préfet avait simplement passé un coup de fil à un adjoint de Mme Rubirola 30 minutes avant l'annonce du ministre. Le 10 mars, le même Olivier Véran déclarait « Il n'y a pas de pénurie de masques ». Devant le Sénat, le ministre de la Santé vient pourtant de regretter ne pas en avoir eu suffisamment au moment de sa prise de fonction pour les distribuer aux soignants. Florence Parly a reconnu qu'elle avait menti en déclarant que l'équipage de l'avion militaire qui avait rapatrié nos compatriotes de Wuhan fin janvier avait tous été testés. Alors le pouvoir s'étonne de la dévalorisation de la parole publique, mais il ne cesse lui-même de se contredire. À quelques mois, à quelques semaines, à quelques jours et parfois même à quelques heures d'intervalle. Vérité à 21h59, erreur à 22h01. Le gouvernement, en fait, veut nous protéger des fake news, mais qui va nous protéger du fake gouvernement ? Les Français ne sont pas des fonctionnaires subalternes, obligés de gober pourtant les affabulations de leurs supérieurs hiérarchiques. Et au-delà des bobards, le manque de considération pour le citoyen est avéré. Lorsque Sibeth Ndiaye, par exemple, vient nous expliquer que les critiques adressées au gouvernement, je cite, résultent d'un défaut d'acculturation scientifique des Français, alors à travers cette nouvelle percée conceptuelle, la responsabilité du parti présidentiel confirme que la condescendance est une marque de fabrique du pouvoir. Surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus, Sommes-nous l'un des pays qui testent le plus au monde? Lors de sa conférence de presse le 1er octobre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a répété cet élément de langage déjà plusieurs fois entendu dans sa bouche. Mais est-il exact? Ce qui est sûr, c'est que la France a augmenté considérablement le volume de dépistage hebdomadaire. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de tests est passé de 3000 par semaine début mars à plus d'1 million pour la dernière semaine de septembre. Mais cela, rapporté à la population, ne fait pas de la France un champion. Sans même aller comparer avec les pays du monde entier, Desintox est allé chercher les données de l'ECDC, European Center for Disease Prevention and Control, une agence de l'Union européenne. Chaque semaine, on trouve sur le site de l'organisation le nombre de tests effectués la semaine précédente. Sur 30 pays européens, la France, avec un ratio de 1379 tests pour 100 000 habitants, se situe seulement à la 12e place. Devant l'Hexagone, on trouve notamment l'Espagne, avec près de 1600 tests, la Belgique, avec plus de 2200, le Royaume-Uni, avec plus de 2700, et évidemment les premiers de la classe, Danemark, Luxembourg et Islande, qui caracolent en tête du classement avec près de 6000 tests pour 100 000 habitants. Plus de 4 fois le ratio français. Et même la moyenne du ratio de tests des 29 pays étrangers du classement se révèle supérieure aux chiffres de la France, avec plus de 1700 dépistages. En fait, tous les États ont depuis quelques mois accru considérablement leur capacité en la matière en prévision d'une éventuelle seconde vague. La France a seulement fait comme les autres, pas mieux. Enfin, moi je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie plutôt que ne pas attraper la Covid-19 dans une dictature. Alors, on n'en est pas là, il va de soi que le gouvernement de la France est parfaitement démocratique, mais on sent bien un glissement dangereux qu'au nom de la santé, ce que j'appelle le pan-médicalisme. Quand on fait de la santé une valeur suprême, il n'y a plus que ça qui compte. Et les libertés, ça devient secondaire. Reconnaissons quand même qu'on a vécu au moment du confinement la plus grande réduction de liberté que les gens de ma génération aient jamais connue. Moi j'ai 68 ans, depuis 68 ans, jamais les libertés des Français n'ont été à ce point réduites. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. D'ailleurs, ce n'est pas ma compétence et je crois que personne ne sait encore aujourd'hui quelle était la meilleure solution. Certains pays ont confiné, d'autres pas. Les pays qui s'en sont le mieux sortis, Taïwan, la Corée du Sud, n'ont jamais confiné. Hein, rappelons-le. La Suède. Rappelons-le. Et la Suède n'a pas confiné et s'en sort pas plus mal que nous. Mais voilà, donc oui, il faut s'inquiéter pour nos libertés. La liberté est une valeur plus haute que la santé. La santé est un grand bien, il faut la protéger, bien sûr. Mais enfin, moi je veux que mes enfants vivent en démocratie, dans un pays libre, qu'ils aient le droit de sortir, de bouger, et pas qu'ils soient confinés à la limite à vie pour protéger la santé, là encore, de leur vieux père. Est-ce qu'on est dans un gouvernement des médecins? D'abord qu'on a une grande chance. Les médecins de Montaigne, en gros, c'est les médecins de Molière, Empire, parce que c'est un siècle plus tôt. Donc, en gros, des cuistres ignorants. Nous avons l'immense chance d'avoir des médecins très, très savants, très, très efficaces, et on ne va évidemment pas s'en plaindre.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas à l'abri parfois d'un peu de dogmatisme, qu'ils ne soient pas sujets à mettre la médecine plus haut que l'intérêt de leurs patients, à avoir un peu la grosse tête quand ils passent à la télé toutes les semaines et à faire en permanence la leçon aux Français. Par exemple, des médecins ont signé un appel dans lequel ils disaient il faut siffler la fin de la récréation. Mais c'est un scandale. Pour qui se prennent-ils? Pour qui nous prennent-ils? Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit est-ce qu'ils prétendent siffler la fin de la récréation? Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation absurde? Nous ne sommes pas un peuple de médecins, nous ne sommes pas un peuple de patients, nous sommes un peuple de citoyens libres. Et je n'autorise personne, fût-il médecin, à siffler quelques fins de récréation que ce soit. Barbara, vous seriez prête, vous, à vous faire à servir de cobaye pour un vaccin? Non, pas du tout. Voilà, je réponds sincèrement non. Je ne serais pas prête à non parce que j'ai pas envie de m'exposer à un certain nombre d'effets secondaires. J'y vois là quelque chose d'assez sidérant qu'on nous appelle à faire des tests comme ça, alors qu'il y a bien d'autres maladies, des maladies qui concernent peu de personnes mais qui sont très graves et sur lesquelles l'investissement en recherche n'est pas fait. Donc je ne vois pas pourquoi on battrait le tambour pour ce vaccin alors que moi je... Parce qu'on est en pleine crise. Oui, non, mais on est en pleine crise d'une épidémie et d'une maladie qui ne me semble pas justifier tous ces milliards, alors que par ailleurs, il y a d'autres maladies qui tuent bien plus de gens sur la durée et qui concernent bien plus de monde aussi. Donc moi, non, je ne suis pas favorable. C'est l'aspect politique qui me gêne dans cet emballement par rapport au Covid-19. Jean-Marie Le Guen, je vous vois faire les gros yeux face à ce que dit Barbara. Je pense qu'il faudrait mieux dire qu'on est contre les vaccins, comme ça ce serait plus clair. Alors, si vous n'êtes pas contre les vaccins, je vois pas comment vous pouvez être contre ce vaccin-là. Mais parce qu'il semblerait quand même qu'il y a une épidémie. Enfin, je veux pas dire, mais il semblerait qu'il y a une épidémie, qu'il y a des gens qui meurent de cobayes. On fait tous. Je veux dire, à partir du moment. Comment vous pouvez venir me dire que je suis anti-vaccin? Je suis vaccinée, j'ai fait vacciner ma fille contre tous les vaccins et même des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Donc venez pas me dire que je suis anti-vaccin. Très bien. Alors, je suis juste, je n'ai pas envie d'être cobaye. Excusez-moi. On n'a pas fait tout un pataquès pour créer des vaccins depuis très longtemps, pour protéger du métapneumovirus pour le cancer de la femme, du col de l'utérus, pour tout un tas d'autres choses, et on n'a pas fait un pataquès, on l'a fait, ça a marché, et ça a été formidable en termes de santé, donc il ne faut pas commencer à être suspicieux avant de commencer. Je crois que c'est tout à fait incorrect. Et puis faire des procès d'intention aux gens alors qu'il y a un problème de santé, et je me fiche complètement du laboratoire qui développe le vaccin. Je pense que c'est Barbara Lefebvre en plateau. À partir du moment où on n'est pas du corps médical et on ne porte pas une blouse blanche, on a, dès qu'on émet le moindre doute, on est complotiste, anti-vaccin, on met le doute sur tout, on est les acteurs de la défiance. Et si la démocratie est en si mauvais état, c'est de la faute de gens qui doutent. Non mais on vit pas dans le monde de la vérité des blouses blanches. Hein, parce que si c'était le cas, excusez-moi, il serait tout aussi inquiétant que la vérité. Si, monsieur Timsit, parce que là, le discours péremptoire, on n'a pas fait tout un... Non, mais on n'a pas fait... Si, les médecins une grande partie d'entre eux sont péremptoires. On n'a pas fait tout un pataquès. Oui, excusez-nous de juste poser une petite question qui d'ailleurs ne changera pas le cours des choses parce que nous n'avons pas ni Émeric ni moi le pouvoir de l'INSERM ni même le vôtre ni celui de la DGS ou de Santé publique France. Donc on a juste le droit d'émettre une opinion et ce n'est pas là faire un pataquès. Voilà. Vous ne changerez pas d'avis sur la question. On sait bien que vous ne changerez pas d'avis, mais en l'occurrence, être anti-vaccin dans ce moment, difficile en termes de santé. Anti-vaccin, mais en fait, c'est sidérant, ça. Mais vous voulez que je vous montre mon carnet de santé? Ça n'est pas acceptable. Mais chère madame, je ne veux rien. J'entends ce que vous dites. Non, mais c'est incroyable. Le moindre chose que l'on dit aujourd'hui, on est complotiste et anti-vaccin. Vous voulez voir mon carnet de santé? Je suis vaccinée. J'ai encore une fois. Barbara. Non, mais c'est sidérant. C'est procès d'intention permanente. Je vous écoute. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Je constate, dans la plus grande inquiétude, que ça n'avait suscité aucune réaction d'indignation dans cette salle. Et je ne sais donc pas comment le prendre. Soit comme de la torpeur, soit comme de l'acquiescement. Je choisis la première option. Juste équilibre. Sur la sortie de l'état de droit, vous savez que le Conseil de l'état d'urgence, pardon, vous savez que le Conseil d'État
Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, puisqu'on ne sait pas comment le virus se transmet clairement aujourd'hui. Les décisions qui ont été prises, c'est pour dire, dans votre vie personnelle et de loisirs, il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes lorsque vous avez la pression sociale de la vie en collectivité, au travail, dans les transports ou dans la rue. Il faut que dans notre vie sociale, à tous, eh bien, on continue à faire attention parce que pour éviter un deuxième confinement total. Vous signez une tribune, vous avez co-signé avec d'autres médecins une tribune début septembre. Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. Est-ce que vous dites la même chose ce soir? Bien, je pense que nous sommes montés encore d'un cran dans ce type de gouvernement. Et l'agitation, l'utilisation des mots qui ont chaque fois un sens, nous amène à reconsidérer ce que sont les effets du confinement. Ils ont été absolument délétères. Ils n'ont pas sauvé les vies qu'il avait annoncé pouvoir être capable de sauver. C'est une mesure sociétale majeure, c'est une arme de destruction massive dont on voit les effets sanitaires, dont on voit les effets sociaux, dont on voit les effets économiques actuellement, qui forment la réelle deuxième vague. Nous avions ce soir 52 décès en France, en tout et pour tout, 43 hier, 78 mardi et 123 vendredi dernier. Je me demande où est l'exponentiel annoncé qui permet de tenir les mesures que l'on a imposées à Marseille et à Paris. Parce que vous regardez les décès, ça dépend où on regarde. Le gouvernement, quand il s'exprime, annonce les mesures qui ont été annoncées hier en disant on se base sur des projections. Si on ne prend pas ces mesures aujourd'hui, les services de réanimation seront saturés le 11 novembre. Je peux vous donner les chiffres. Je peux citer le ministre de la Santé pour les téléspectateurs. Au rythme actuel, on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales soient utilisées pour des patients Covid le 10 octobre, c'est la première échéance, 60% le 25 octobre et 95% autour du 11 novembre. Quand il dit ça, on comprend la justification des mesures, en tout cas sa justification à lui. Ça permet d'avoir une justification pour lui. Ça ne suit absolument pas la façon dont ce même type d'estimation avait été utilisé pour annoncer 500 000 décès en France, 70 000 décès en Suède, alors que la Suède termine à 6 000 décès. Donc les chiffres de cette nature se sont trompés de 90%. Il y a eu 10 fois moins de décès dans les pays qui n'ont pas confiné par rapport à ce qui était annoncé. Donc ce qui est annoncé actuellement, c'est 10 fois plus que ce qui va se passer. Autrement dit, ce que nous voyons actuellement, c'est une augmentation... Une dynamique, exactement. Et c'est celle-là qu'il faut étudier, celle sur laquelle on est descendu à 400 hospitalisés en réanimation, on est remonté à 900 actuellement, on en a eu 12 000 sur l'ensemble des lits qui sont disponibles, et pour les hospitalisations, on est passé de 32 000 à maintenant, on est remonté à un peu plus on est sur 5% de réaugmentation seulement. Donc on est redescendu de 95 à 90% de la vague totale qui était celle du printemps. Et donc vous me dites qu'il faut faire un plein d'essence lorsque l'on est à 90% de la réserve ? Je ne suis pas certain. Justement, si on fait un point de l'épidémie maintenant, Caroline Dieudonné, comment peut-on le faire? Avec quels indicateurs? Alors, on va vous donner le nombre de cas ces dernières 24 heures. On a enregistré Santé publique France 16 096 nouveaux cas. On a toujours un taux de positivité. Ce sont des tests positifs. Rappelons-le, ce ne sont que des tests positifs. Ce sont des tests positifs. Et en plus, on va ajouter que Santé publique France explique qu'en plus, on doit sous-estimer ce nombre de tests positifs, étant donné que vous savez qu'il y a une certaine saturation des laboratoires et puis surtout il y a des délais très importants pour obtenir les résultats. Or, en plus, on sait qu'au bout d'un certain nombre de jours, eh bien, on n'est plus contagieux. C'est ce qu'on avait expliqué notamment du côté du conseil scientifique. Néanmoins, ce nombre de cas, il est en augmentation. Et puis, ce qui inquiète les médecins qui travaillent notamment dans les hôpitaux et qui sont venus sur nos plateaux, eh bien, ce sont effectivement les entrées à l'hôpital et les entrées dans les services de réanimation. Et là, si on prend de semaine en semaine, eh bien, on voit que ça continue d'augmenter. Je vais vous donner le chiffre des nouvelles hospitalisations pour la semaine précédente. On était à 2464 et là, la semaine qui vient de s'achever, on est à 3657. Donc vous voyez que ça augmente et dans les services de réanimation, encore une fois, les nouvelles entrées dans les services de réanimation, eh bien, on était la semaine dernière à 599 contre 427 la semaine précédente. On voit qu'il y a une
une augmentation, la dynamique. Ce qu'il faut voir, c'est combien il y a d'entrants et combien il y a de sortants de l'autre côté. Parce que si les durées d'hospitalisation se réduisent, ce qui est le cas pour les hospitalisations non réanimées, à ce moment-là, on va avoir un effet qui va simplement équilibrer, et c'est ce qu'on est à 5900 actuellement de cas hospitalisés, et c'est pour cela aussi que l'on va avoir un effet qui n'est pas celui du mois de mars et du mois d'avril, sur lequel on avait bien cette augmentation exponentielle. Si c'était le cas avec 16 000 cas positifs cette journée, si on était dans le même état qu'au mois d'avril, on devrait avoir à ce moment-là 2000 morts aujourd'hui. 2000 décès aujourd'hui. On en a 52. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes rapports, ce ne sont pas du tout les mêmes dynamiques. On va continuer. Le débat est très différent par rapport à celui de la sécurité routière, qui reste un exemple historiquement extrêmement démonstratif, effectivement. Le point ici, c'est qu'on s'attaque à du vivant. La ceinture de sécurité, c'est une option technologique face à un risque technologique, celui de la voiture et de la vitesse. Là, on est face à une espèce virale, sur laquelle notre espèce se défend, sur lesquels elle dispose d'éléments d'immunité naturelle, puis d'éléments d'immunité collective acquises au cours de ces phases successives, dont cette première phase pandémique au printemps. D'autres pays, comme la Suède notamment, ont théorisé, avec une façon extraordinairement cohérente, avec une façon de pédagogie unique en Europe, pour expliquer à l'ensemble des citoyennes et des citoyens suédois quels allaient être les effets et les mesures. Sans prendre d'effet de confinement, ni imposer le masque nulle part, ils sortent de cette phase épidémique avec, comme je le disais tout à l'heure, 10 fois moins de morts que ce qu'on leur promettait. On est donc dans des éléments sur lesquels on voit que cet aspect, qui va de toute façon finir par se faire, je me réfère à la tribune d'Alexandre Carpentier hier, qui donne, en tant que neurochirurgien de la Pitié-Salpêtrière, le délai dans lequel va se dérouler cette prochaine phase, et sur lesquels effectivement on a des semaines, des mois, peut-être plus encore, mais sur lesquels à la fin on va avoir l'immunisation d'une population tout entière. Comment on y arrive? Soit par le vaccin. Ça peut être un mythe, cette immunité collective, quand on voit que des personnes qui ont attrapé le virus le réattrapent ensuite. 3 pour 30 millions de personnes. Il y a eu 3 cas décrits dans la littérature pour 30 millions de personnes contaminées dans le monde. Donc c'est une exception exceptionnelle. Et après, il y a d'autres témoignages de gens qui disent, moi je connais quelqu'un qui l'a eu et qui l'a réattrapé. Nous n'en avons aucun parmi tous les cas positifs de cet été qui avait fait le Covid au printemps. Aucun en France. Or, nous avons eu des centaines de milliers de cas cet été. Donc c'est exceptionnel. On a mais nos connaissances sont limitées sur le virus, ça fait que quelques mois. Est-ce qu'on sait vraiment tout? C'était le sens de ma question. Quand vous parlez d'immunité collective, c'est celui de l'immunisation. On en sait si peu et en même temps on voit les choses. On regarde ce qui se passe dans le monde entier. On voit comment des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, comme le Japon ont mis en place leurs décisions, comme la Suède, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne en Europe, et quels ont été les suivis en termes de mortalité et en termes d'immunisation. Et ce que l'on voit actuellement en Suède est probablement ce à quoi nous allons arriver à la fin de cette phase qui peut durer plusieurs mois sans que l'on puisse compter sur un vaccin actuellement. Alors, j'ai juré de dire la vérité. J'ai dit quelque chose d'inexact le 4 mars à France 2. Ce que j'ai dit en effet, c'est que les équipages qui étaient de retour de Wuhan à bord de l'Estérel avaient été testés. C'était un raccourci. Ce qui s'est passé, c'est que les équipages qui rentraient de Wuhan ont été soumis à un protocole sanitaire extrêmement strict, mais qui en effet ne comprenait pas à l'époque de test. Le dogme à ce moment-là n'était pas de tester tout le monde, mais de tester les patients symptomatiques. Masque. Gestes barrières, enfin, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus, que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus, que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Oh my god.